la TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Lundi, l'actualité ce soir, le feu vert des députés au gouvernement pour privatiser la nouvelle société du coton du Togo. Ils ont voté pour et à l'unanimité. Lomé, la 3e conférence internationale sur les entreprises sociales, ouverture des travaux ce lundi. Il est surtout question de ce qu'il faut faire pour se relever de la crise sanitaire et faire prospérer son entreprise. Et puis, ce chiffre à retenir, 100 milliards de francs CFA, tout l'argent à débourser par le gouvernement pour la construction de nouvelles routes au Togo, les grands chantiers annoncés dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Ils disent oui à la privatisation de la nouvelle société du coton du Togo. Les députés ont exprimé leur décision à l'unanimité ce lundi en plénière. Conséquence de ce vote, l'État togolais peut désormais entrer en négociation avec les groupes partenaires. Nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure, le sujet en préparation. Et cette volonté affichée de l'État togolais de privatiser la NSCT intervient au moment où la filière veut justement produire plus. Tenez, 200 000 tonnes de coton graines sont envisagées d'ici à 2020, c'est-à-dire dans les 2 prochaines années. Comment cela va se faire maintenant? Les ambitions de la filière coton, c'est avec Antoinette Omao-Vavor. Le 19 mai 2020 marque officiellement le début de la nouvelle campagne de la filière cotonnière au Togo, comptant pour la période 2020-2021. Au cours de la rencontre qui a réuni les acteurs de la filière à Kara, le bilan de la campagne précédente a été dressé. Des résultats pas assez reluisants, ce qui constitue de nouveaux défis pour les acteurs du secteur qui se sont engagés à redoubler d'efforts pour booster la nouvelle campagne. 237 000 tonnes entre 2018 et 2019, la production annuelle a baissé à 116 000 tonnes entre 2019 et 2020, soit un déficit de 15%, une situation due à une pluviométrie défavorable. Il faut donc se mobiliser pour la redynamisation et la modernisation de la filière pour l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND. Le coton, principale culture de rente des exploitations agricoles au Togo, se place comme première culture industrielle au Togo et constitue le 4e produit d'exportation du pays après le clinker, le ciment et les phosphates. C'est l'un des produits qui contribue au PIB à hauteur de 1 à 4,3% selon les années et représente l'une des principales priorités du chef de l'État qui fait de cette filière un secteur à fort potentiel pour attirer plus d'investisseurs. C'est dans cette optique qu'une superficie de 180 000 hectares a été emblavée pour le compte de la campagne 2019-2020. Un peu plus de 116 000 tonnes de coton graines ont été collectées et égrenées avec un rendement de 645 000 kg par hectare sur un objectif de 150 000 tonnes et pour une production de 137 000 tonnes entre 2018 et 2019. Toutes ces actions ont pour finalité d'augmenter les superficies tout en améliorant la production au cours de cette nouvelle campagne cotonnière. D'ici à 2022, le Togo ambitionne d'atteindre le cap des 200 000 tonnes de coton graines, ce qui devra baliser la voie à la relance de l'industrie textile au Togo. Et produire plus aussi dépend des sols, de leur qualité. Et justement, depuis 3 ans déjà, le gouvernement via l'ITRA, Institut togolais de recherche agricole, travaille à la fertilité des sols. Une cartographie par région est d'ailleurs dressée. Et voyons ce qu'il en est, par exemple, pour la région Savane. Les éclairages, Tazim Nabaga. Voici à quoi ressemble la carte de fertilité des sols agricoles du Togo pour la région des Savanes. Il s'agit d'un ensemble de 4 cartes thématiques
qui présente les résultats de l'analyse des sols arables, notamment la teneur en potassium et en phosphore, le taux de matière organique puis le degré d'acidité. Le potassium, c'est l'élément qui permet à la plante, dès le bas âge, d'avoir une vigueur pour pouvoir plus tard produire. Et donc, les études, les analyses réalisées dans la zone des savanes ont révélé que le potassium était insuffisant, fortement insuffisant. C'est la même chose pour le phosphore assimilable et également pour la matière organique. Le pH, c'est la valeur qui indique le niveau d'acidité du sol. On a constaté que la plupart des sols ici sont acides. Donc un sol acide veut dire que ce sol n'a pas la capacité de retenir les éléments nutritifs pour le besoin de la plante. Si vous avez un sol qui est acide, vous pouvez amener des tonnes d'engrais. Les engrais là seront lessivés. Donc vous mettez la plante ne peut pas. C'est comme si vous versez de l'eau dans un panier. Voilà qui explique la faible productivité agricole dans la région. Une fois le mal identifié et connu, quelle stratégie pour y remédier, ceci afin de booster la productivité chez les paysans? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de compléter les éléments insuffisants dans le sol, compléter pour remettre le sol à son niveau normal et augmenter pour que la plante utilise ces éléments-là pour sa croissance. Donc, il y a le redressement du sol et l'entretien qu'il faut pour que nous puissions produire durablement. Donc, on ne va plus produire et fatiguer le sol, mais on produit et on maintient le sol. Ça, c'est l'objectif de ce travail-là. Et donc, une fois que les gens utilisent de la matière organique, notamment le compost ou de déjection des animaux, c'est un support parce que les engrais chimiques, ils ont besoin d'être soutenus, d'être supportés par quelque chose avant que la plante ne les utilise. Et donc, en apportant ces éléments, on favorise la croissance de la plante et aussi on favorise l'humidité du sol. La particularité de la carte de fertilité des sols agricoles est qu'elle est conçue pour servir d'outil de planification et d'aide à la production. L'idée est de permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs revenus. C'est dans cette optique qu'elle est assortie de recommandations pour orienter les producteurs vers les filières à forte demande. Au niveau de la région des savanes, nous avons fait des recommandations pour 9 cultures. Le maïs, le sorgho, le riz, le soja, le sésame, l'arachide, le cotonnier, que nous ne citons que celle-là. Ça veut dire que les producteurs peuvent cultiver à haute intensité maintenant et gagner suffisamment de l'argent. Le chef de l'État a dit que cette année, on voudrait que le paysan puisse doubler son revenu. Donc doubler son revenu veut dire qu'il doit doubler son rendement. Et donc pour doubler le rendement, connaissant les recommandations, connaissant les itinéraires techniques et l'identité de son sol, la charge lui revient maintenant de réunir tous ces éléments-là avec l'accompagnement des services d'encadrement pour augmenter son rendement. Et s'il augmente le rendement, toute chose est réunie pour qu'il ait suffisamment de l'argent pour s'occuper des besoins de sa famille et de lui-même. Toutes ces informations sont accessibles et ce, gratuitement sur la plateforme de la carte de fertilité des sols agricoles du Togo sous forme électronique à l'adresse www.fertitogo.tg. Lorsque vous avez une connexion Internet et vous allez sur un modèle de recherche, vous tapez www.fertitogo.tg et donc vous avez la page qui vous donne des informations sur la disponibilité de ces éléments et vous allez sur l'onglet conseiller. Cela vous permet de voir pour votre zone et pour une culture donnée quelle est la quantité des éléments que vous devez apporter et pour espérer une production normale. Au-delà de l'information utilisable sous forme numérique, il faudrait que les encadreurs qui sont plus proches des producteurs puissent passer dans leur organisation et les expliquer à fond comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats pour pouvoir augmenter la production au plan national. Démarrée en 2017, la carte de fertilité des sols agricoles du Togo est toujours en cours de réalisation suivant une approche régionale. Pour le moment, les données sont disponibles pour les régions des savanes, de la Kara et centrale.
L'initiative émane du gouvernement togolais suite à la crise alimentaire de 2008. Elle bénéficie de l'accompagnement de la Fondation OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc et la FAO. Elle est exécutée par l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA. 50 milliards de francs CFA, c'est la bagatelle somme d'argent que le MIFA entend mobiliser pour cette année 2020. Le MIFA SA, c'est le mécanisme incitatif de financement agricole, société anonyme, et l'argent à mobiliser concerne tous les secteurs agricoles. Question: comment le faire en cette année de pandémie? Question dans l'air. On s'intéresse d'abord au bilan du MIFA, 2 ans déjà. Luc Assis. C'est l'un des outils de promotion du secteur agricole au Togo. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA s'emploie à résoudre 2 défis essentiels rencontrés par le monde agricole. La réorganisation des chaînes de valeur par la mise en relation des différents maillons qui opéraient séparément et l'accroissement de leur financement par le secteur privé. D'un établissement public à une société anonyme, la structure a enregistré de belles performances en 2 ans d'activité. Des projets ont été financés et des emplois créés dans toutes les filières du secteur. C'est 9 institutions financières bancaires qui sont en partenariat avec le MIFA aujourd'hui pour financer les acteurs du secteur agricole. 2 ans après, nous avons facilité des financements pour 14 milliards de francs CFA au profit des acteurs du secteur sur toutes les filières. C'est vrai que nous avions démarré la phase pilote avec quelques filières, mais aujourd'hui, nous intervenons sur toutes les filières et tous les maillons sont concernés. Ces financements ont touché 144 000 acteurs du secteur agricole, dont 125 000 producteurs, toutes filières confondues, et ont permis la création de 162 678 emplois directs et indirects dans le secteur. Pour y parvenir, plusieurs leviers ont été mis en œuvre par le MIFA. Il s'agit entre autres de l'augmentation du niveau de financement du secteur par les institutions financières, du renforcement de capacité des différents acteurs, de la structuration des chaînes de valeur agricoles, en liant toute production ou transformation à un marché, et également des produits d'assurance qui vont être développés dans le secteur agricole. Ce sont ces résultats encourageants qui ont amené le changement de statut juridique du MIFA, établissement public, en société anonyme, au capital de 10 milliards de francs CFA. Nous avons nos conseillers à l'orientation et appui aux acteurs sur le terrain qui sont au plus près du monde agricole, et donc au-delà de l'accompagnement technique qu'ils apportent aux acteurs, ils ont cette mission d'information et de sensibilisation pour que le MIFA soit plus connu par le monde agricole. L'accompagnement du MIFA commence toujours par l'existence d'un marché viable. C'est-à-dire que nous accompagnons des acteurs pour satisfaire un besoin. Pour cette année 2020, le MIFA a accompagné la structuration de 120 milliards de francs CFA de contrats de marché. Et donc nous accompagnons les sociétés coopératives, nous organisons les producteurs en sociétés coopératives pour qu'ils aient une existence juridique et ils soient mieux encadrés plutôt que pris individuellement. Nous accompagnons également les entreprises individuelles portées par une personne ou plusieurs personnes, quel que soit le niveau de cette entreprise. Le MIFA SA ne compte pas s'arrêter là. Pour l'année en cours, il a fait des projections. La structure veut mobiliser 50 milliards de francs CFA au bénéfice des producteurs et agripreneurs. Avec l'avènement du Covid-19, le secteur n'est pas épargné. La coordination du MIFA SA s'est armée pour réussir son pari et permettre aux acteurs agricoles de mieux faire face aux effets néfastes de la pandémie. En début d'année, l'objectif c'était de toucher 400 000 acteurs en vue de la création de 480 000 emplois directs et indirects dans le secteur. Mais le Covid-19 est là et a eu un effet sur tous les secteurs. Le MIFA s'est organisé pour apporter son appui au plan de riposte que le gouvernement a mis en place, notamment dans le secteur agricole. Tous les secteurs économiques sont ralentis et le gouvernement a fait un pari sur l'agriculture
pour pouvoir tenir l'économie de notre pays, et le MIFA y joue pleinement sa partition. Et des dispositions ont été prises pour assurer le financement des acteurs avec la garantie souveraine de l'État qui leur est donnée. Donc les acteurs du secteur, notamment les petits producteurs, peuvent bénéficier du financement afin d'accéder aux facteurs de production, surtout sur certaines filières stratégiques comme le maïs, le soja, le riz et le coton. Les dispositions également ont été prises par le ministère en charge de l'agriculture pour que les producteurs disposent des intrants nécessaires pour cette campagne. Des solutions ont été apportées pour le labour avec bien évidemment des entreprises de prestation de services de mécanisation que le MIFA a accompagné. Des solutions sont également trouvées au cas par cas en fonction des contraintes que rencontrent les acteurs sur le terrain. Si le MIFA SA fait déjà le bonheur des acteurs du monde agricole, c'est parce qu'il est l'une des pièces maîtresses de la réussite de l'axe 2 du Plan national de développement PND. D'ici à 2021, le mécanisme veut accompagner 1 million de producteurs, réduire le taux d'intérêt des prêts au seuil de rentabilité des banques pour les emprunteurs de 15% à entre 7,5 et 10,5%. À cela s'ajoute l'intensification des prêts aux petits exploitants agricoles constitués en pool pour atteindre 50% du portefeuille total au travers des médiateurs agrégés afin d'accroître le volume des prêts au secteur agricole de 0,2% à 5%. Je vous l'annonçais tout à l'heure au sommet, retour à l'Assemblée nationale. Ils disent oui pour que l'État togolais cède sa participation dans la nouvelle société du coton du Togo. Les députés ont exprimé leur décision à l'unanimité ce lundi en plénière. Conséquence de ce vote, l'État togolais peut désormais entrer en négociation avec le groupe Olam, identifié déjà comme un partenaire sûr. Edem Sousouko. Aller au-delà d'une agriculture de subsistance au Togo, c'est un pari à gagner à tout prix. Une réelle ambition du gouvernement contenue dans l'AS 2 du PND, Plan national de développement. Le secteur cotonnier constitue l'une des cibles dans l'atteinte des objectifs fixés. Le gouvernement vient donc d'obtenir l'autorisation de la représentation nationale afin d'ouvrir le capital de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, à un partenaire sûr et stratégique, le groupe Olam. L'État togolais pourra rentrer en discussion avec ce partenaire à qui il cédera 51% de son capital. L'État gardera 9% et les cotonculteurs 40%. Le projet de loi portant autorisation de cession de tout ou partie de la participation de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo se justifie par la volonté du gouvernement de transformer structurellement la filière cotonnière d'une part et d'autre part d'augmenter substantiellement les revenus des producteurs. Un accent particulier sera mis sur la transformation des produits dérivés du coton. Le partenaire a été identifié suivant un processus transparent et rigoureux. La filière cotonnière, comme on la présente toujours, c'est la locomotive de toute l'agriculture. Les cotonculteurs, c'est près de 150 000 exploitants, pratiquement 500 000 personnes qui travaillent directement ou indirectement sur le coton. La filière cotonnière, c'est la seule filière qui apporte 4 points de croissance à l'économie nationale lorsqu'elle dépasse les 100 000 tonnes de production. La filière cotonnière, c'est la principale culture d'exportation du Togo et l'un des premiers produits d'exportation qui contribue à la formation d'une part importante du produit intérieur brut au niveau national. Il est question d'insuffler une énergie nouvelle et d'apporter un partenaire stratégique qui a de l'expérience, qui a de l'expertise et qui a les moyens pour investir. Parce que les usines sont quasiment vieilles. Il y a aussi le parc industriel lui-même qui nécessite d'être réhabilité, et tout cela dans la philosophie du PND où il faut construire les pôles de transformation agricole. Le gouvernement a cherché un partenaire de renom capable de venir installer des usines pour développer la transformation du coton sur le territoire national afin d'ajouter localement de la valeur et tirer la production vers le haut. Dans son plan d'investissement, le groupe Olam ambitionne la transformation du coton avec l'implantation des usines textiles au Togo. Pour le gouvernement,
La cession de la participation de l'État dans le capital de la NSCT ne répond nécessairement ni à un souci d'amélioration de la trésorerie de l'État, ni à un besoin de correction d'une quelconque mauvaise performance financière. Elle s'inscrit plutôt dans une large approche de modernisation de la filière cotonnière au Togo. La loi que vous venez d'adopter assurera, à n'en point douter, l'augmentation des rendements par une amélioration des itinéraires techniques grâce à l'exploitation des résultats de cartes de fertilité des sols initiées par le gouvernement. La modernisation de l'outil industriel afin d'améliorer la collecte du coton et les performances de grainage. Le développement de la marque Coton Made in Togo afin de jouir d'un différentiel de prix par rapport à la qualité. L'accroissement de la contribution du secteur agricole en général et de la filière cotonnière en particulier à la création de la richesse nationale et des emplois massifs. L'agriculture demeure l'un des piliers de l'économie togolaise. Aussi, le secteur a-t-il bénéficié ces dernières années du soutien du gouvernement et des partenaires au développement. Pour accélérer le rythme, le président de la République, son Excellence, M. Faure Esazina Yassinde, a opté pour des investissements ciblés et des projets d'envergure. Le présent partenariat envisagé avec le groupe OLAM s'inscrit dans cette optique. Il sera conduit dans un processus inclusif et participatif avec les acteurs de la filière conformément aux engagements du chef de l'État. Dans le cahier des charges, il sera exigé du groupe OLAM un reporting régulier pour le suivi de la réalisation des objectifs qui lui seront assignés. L'État veillera à préserver et à protéger les intérêts des acteurs à la base, que sont les producteurs et les travailleurs. Une bonne nouvelle pour les députés. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawache Gandigbodi, se dit satisfaite. Notre pays se doit d'adapter la mise en œuvre de son plan national de développement qui ambitionne de faire du Togo une plateforme économique par excellence dans la sous-région à travers la transformation structurelle de l'économie et la nécessité de créer des chaînes de valeur dans des secteurs à fort potentiel. Au cœur de cette ambition affichée, l'agriculture occupe une bonne place. En effet, le deuxième axe du PND vise à développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Nous devons donc tous ensemble travailler à la création des conditions d'une transformation totale ou partielle de nos produits agricoles afin de tirer profit de leur valeur ajoutée. C'est dans cet élan que s'inscrit le projet de loi soumis à la délibération de ce jour. Conscient de la problématique de l'emploi des jeunes et de la réduction de la pauvreté dans notre pays, l'Assemblée nationale vient d'autoriser la cession de tout ou partie de la participation de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo dans une double perspective. D'une part, il s'agit d'assurer une gestion efficace et efficiente de l'industrie cotonnière. D'autre part, cette ouverture permettra l'amélioration des conditions de vie des acteurs de la chaîne de production et de transformation de la filière coton. À l'évidence, ce projet de loi traduit la volonté du gouvernement, sous le leadership du président de la République, de relancer l'économie et de donner un nouvel élan au plan national de développement. Cela résonne dans cet hémicycle comme un vibrant message d'espoir à l'endroit du peuple togolais après le désarroi qu'induit la crise sanitaire. Dans un délai de 3 ans, les bons fruits de ce partenariat seront visibles. Le vote de ce projet de loi vient clôturer la première session ordinaire de l'année 2020.
Une session marquée par une crise sanitaire sans précédent qu'est le Covid-19. Malgré tout, plusieurs actions ont été menées par les députés. Dans ce contexte critique, le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Farouk Sazimania Sibé, a adopté des mesures courageuses et pragmatiques pour faire face à l'épidémie, à travers notamment la fermeture des frontières, le bouclage des villes, les séances de sensibilisation et le renforcement du dispositif de santé dans notre pays. Nous voulons particulièrement saluer l'ingénieux programme des transferts monétaires mensuels dénommé Novici et qui vise à soutenir tout citoyen togolais éligible en vue de compenser d'éventuels préjudices financiers qu'il aurait subis en raison de l'adoption des mesures de riposte contre le coronavirus, et ce essentiellement dans sa phase critique. Messieurs les ministres, honorables députés et chers collègues, mesdames et messieurs, face à cette épidémie, l'Assemblée nationale a, quant à elle, œuvré en toute responsabilité et efficacité à la mise en place du cadre juridique adapté à cette situation exceptionnelle. Ainsi, sur la demande du gouvernement et afin de prendre avec célérité des mesures urgentes, diligentes et fortes qu'exige la lutte contre ce genre de fléau, la représentation nationale a adopté à l'unanimité le 27 mars 2020 le projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi sur le fondement des dispositions de l'article 86 de la Constitution. Suite à l'adoption de cette loi d'habilitation, le président de la République, à l'occasion de son message à la nation du 1er avril 2020, a solennellement déclaré les dispositions permettant à la représentation nationale d'être régulièrement tenue informée des différentes mesures prises dans ce cadre. C'est dans ce sens que la 5e séance plénière a été consacrée à une communication présentée par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les circonstances de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et de sa mise en œuvre. L'ensemble des dispositifs de riposte a permis la tenue de 3 séances plénières supplémentaires, dont celle de ce jour. Ainsi, au titre de cette première session ordinaire de l'année, 5 projets de loi ont été adoptés ainsi qu'une résolution. Les députés sont donc en vacances. Pendant l'intersession, ils vont retourner dans leurs circonscriptions respectives, tout en gardant à l'esprit qu'ils peuvent être convoqués pour des sessions extraordinaires. La suite est ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les prévisions hydrométéorologiques pour la partie méridionale du Togo sur la période avril-mai-juin 2020 indiquent une pluviométrie de la normale à tendance excédentaire. Cette situation peut entraîner des risques d'engorgement des nappes, de débordement des bassins, de rétention naturelle et aménagée, cours et plans d'eau qui pourraient occasionner des inondations. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs impliqués dans la lecture du niveau d'eau sur les balises au niveau communautaire à une surveillance permanente en vue de prévenir et d'alerter les populations exposées. Il exhorte par conséquent l'ensemble de la population, notamment celle des milieux à risque,
d'inondation à ne pas céder à la panique. Il en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres et à redoubler de vigilance pour éviter au mieux ces éventuelles situations d'urgence. C'était un communiqué du ministre général de brigade d'Amram Yak. L'actualité ce lundi, je vous l'annonçais également au sommet, c'est notre troisième titre, c'est la troisième conférence internationale sur les entreprises sociales. On parle aussi de responsabilité sociale des entreprises. Ouverture des travaux ce matin à Lomé dans un contexte, vous le savez, de crise sanitaire. Le thème de cette session, l'enjeu, avec Ramdan Bassina. L'un des mécanismes de réduction de la pauvreté, c'est bien la promotion de l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat a même d'impacter aussi bien économiquement que socialement. Le Togo en fait déjà son cheval de bataille et peut compter sur sa jeunesse dynamique et toutes les autres stratégies mises en place. La troisième conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises au Togo est une réelle occasion. Une occasion pour plancher sur les solutions concrètes à apporter, les défis à relever et les innovations éventuelles induites par la pandémie à coronavirus. L'un des leviers de réduction de la pauvreté, c'est la promotion de l'entrepreneuriat à la base. Un entrepreneuriat qui apporte des réponses concrètes aux besoins des populations, qui fait corps avec les besoins des communautés à la base. Un entrepreneuriat social ou communautaire qui allie la génération des profits, parce que nous sommes dans une entreprise, il faut bien des profits, mais aussi qui allie cette génération de profits à des bénéfices ou des retombées pour la communauté, tels que l'accroissement des revenus pour les plus démunis et la création d'emplois pour les jeunes et qui permet de fixer les jeunes dans leur milieu d'origine. Le Togo, traduisant en cela la vision du chef de l'État, son Excellence Fort et Sazina Nyassimbe, a depuis 2008 un ministère qui est dédié au développement à la base, dont l'esprit et la raison d'être est de lier la recherche de l'augmentation des revenus des populations à un mieux-être pour la communauté à la base. Ceci se passe à travers l'organisation, la mobilisation communautaire. Ça se passe également à travers l'approche participative et inclusive, un développement qui n'exclut personne, dans une dynamique de responsabilité partagée. Le contexte mondial actuel nous oblige cependant à revisiter nos stratégies de manière très objective et pragmatique, nos plans d'action également, en tirant les leçons de cette crise. Il est indéniable que les organisations d'économie sociale et solidaire auront des rôles majeurs à jouer dans la transition économique future. Celles-ci se doivent d'adapter surtout leur manière de travailler, leur modèle de production pour créer toujours de la valeur en innovant et en mobilisant davantage des ressources pour les communautés. Cette conférence nous donne donc l'opportunité d'identifier comment positionner les entreprises sociales comme un levier incontournable pour la relance économique post-Covid-19, tout en offrant un cadre de partage, un cadre d'apprentissage, leur permettant de peser de tout leur poids et de leur talent sur la nouvelle économie résiliente que nous devons construire tous ensemble. La nouvelle économie résiliente à construire post-Covid-19 doit prendre en compte les manquements et les opportunités nouvelles. Pour le ministre du Développement à la base, les jeunes doivent unir les efforts, réadapter les offres de services et privilégier entre autres le numérique. Cette visioconférence a été aussi l'occasion d'échanges et de partage d'expériences entre acteurs de développement et experts internationaux. Et justement, vous l'auriez remarqué, plus de 15 jeunes entrepreneurs ont suivi en ligne cette conférence sur toutes les thématiques développées. Il est notamment question de montrer les voies et moyens pour se relever de la crise sanitaire et faire prospérer son entreprise. Le compte rendu, Lucas 6.
Les yeux rivés sur leurs ordinateurs portatifs et smartphones, ces jeunes suivent en ligne avec attention la 3e conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité des entreprises. Diverses thématiques sont développées dans l'optique de les aider à mieux réussir les initiatives entrepreneuriales. De l'importance du digital dans la formalisation des entreprises du secteur privé et la mobilisation des ressources à la découverte des leviers mis en place par les États pour accompagner les entreprises à impact, ces entrepreneurs ont su profiter de cet instant inédit. J'ai d'abord retenu une chose qui m'a vraiment frappé. Un jeune qui est dans l'agro, qui est dans la bio-soja, qui rassemble de 10 000 agriculteurs. Moi, ça m'a déjà séduit. C'est-à-dire que dans nos pays, on fait beaucoup de choses. On a appris en même temps que le Togo est classé parmi les meilleurs qui exportent les produits bio. Je crois que c'est grâce à ce jeune. J'ai d'abord appris cette information-là. Il y a des jeunes comme moi qui font des choses exceptionnelles dans mon pays. Donc, j'ai aimé. La deuxième chose, c'est des informations relatives aux subventions des entreprises de jeunes, dirigées par des jeunes. Nous pouvons aller vers des banques, nous pouvons solliciter des fonds, nous pouvons solliciter des crédits et l'État peut-être va nous aider, va nous accompagner. Voilà. En termes d'information, surtout pour m'aider moi à continuer sur mon lancée entrepreneuriale, continuer à gérer ma société malgré la crise. Le Centre de ressources en entrepreneuriat social a voulu amener les jeunes à aller plus aisément à l'auto-emploi. Une approche de solution au problème de chômage. La majeure partie des jeunes de notre génération n'ont pas encore conscience du fait que l'employabilité est en train d'être révolue et qu'il faut prendre en compte l'auto-employabilité, la création de son entreprise. Donc à travers cette conférence, nous avons envie d'apprendre à cette nouvelle génération comment s'auto-employer, comment créer son entreprise à soi-même, une entreprise qui bien évidemment résout un problème de la société et apporte un apport en ce qui concerne l'humanitaire. Victoire Tomega Dogbe, ministre en charge du développement à la base, est l'une des invités de marque à cette conférence. Elle a partagé l'expérience togolaise sur les différentes actions menées et mécanismes mis en place par le gouvernement pour accompagner les jeunes entrepreneurs avec les 800 participants en ligne à travers le monde. Nous avons, sous l'impulsion du président de la République, élaboré un plan stratégique pour l'emploi des jeunes. Et ce plan a un soubassement essentiel, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, ceci ne peut se faire qu'à travers des dispositifs d'accompagnement opérationnels. Je veux parler du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Je veux parler de l'Agence nationale de volontariat, de l'ANADEB, mais du PAEJ aussi, le programme d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes autour des chaînes de valeur dans les secteurs porteurs de notre pays. Et quand on parle de secteur porteur, c'est l'agriculture, et d'autres secteurs. Ces dispositifs d'accompagnement, nous avons vu qu'ils ont produit des résultats concrets. Aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, nous avons vu que 154 000 emplois ont été créés, directs comme indirects, par des jeunes. Nous avons vu également qu'il y a une réelle émergence des champions, des jeunes qui ont commencé avec zéro, qui ont eu des crédits de peut-être 500 000 ou 1 million, 2 millions, qui aujourd'hui ont d'autres types de besoins en financement. Ils ont besoin de peut-être de 20 millions, 50 millions, 100 millions. Donc nous assistons vraiment à une émergence de jeunes entrepreneurs aguerris qui sont bien formés et qui respectent des engagements et qui sont très fiers d'être togolais. Et aujourd'hui, on a vu que même à l'international, il y a beaucoup de jeunes togolais qui ont reçu des prix. Donc il y a une reconnaissance internationale de l'effort qui est fait. L'État a fait sa part et aujourd'hui, les banques pensent pouvoir prendre le relais. Toutes ces actions ont permis au Togo d'être le premier pays exportateur des produits bio en Afrique de l'Ouest. Il est recommandé aux jeunes entrepreneurs de saisir toutes les opportunités d'affaires qu'offre le Covid-19 pour s'épanouir. Nous en avions fait allusion dans nos différents reportages, la situation de crise sanitaire. Et bien voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, lundi 29 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 604
43 avec un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 401. Le nombre de cas actifs est de 228 et le nombre de décès est de 14. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Moustapha Midiawa. Allez, on boucle cette édition par ce communiqué de la HAC, communiqué numéro 18. Il a été donné à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, garante de la liberté et de la protection de la presse ainsi que des autres moyens de communication de masse, de constater que des personnes mal intentionnées tirant profit du développement des technologies de la communication, notamment de l'Internet, s'adonnent au piratage des contenus audiovisuels et des œuvres de l'esprit en proposant leur réception à des tiers en toute illégalité. Ces personnes liées à des opérateurs étrangers véreux qui leur fournissent des équipements techniques piratent les programmes télévisuels protégés par les droits et diffusés par des sociétés régulièrement installées au Togo, notamment la société Canal+, et qui sont reçus par abonnement. Ce piratage a pour conséquence non seulement un manque à gagner important sur ces sociétés, mais surtout des pertes de ressources fiscales pour le trésor public. Le président de la HAC tient à rappeler que la diffusion publique ou à des tiers par quelque moyen technique que ce soit de programmes audiovisuels protégés est soumise à une autorisation et à la signature d'une convention d'exploitation avec la HAC. À ce jour, seules les sociétés Canal+ et New World TV sont autorisées à diffuser des programmes et contenus audiovisuels protégés et à les mettre à la disposition du public par voie d'abonnement. Toute diffusion de programmes audiovisuels ou radiophoniques protégés est d'une part passible de sanctions de la HAC et constitue d'autre part un délit de contrefaçon puni par le Code pénal togolais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller à 10 ans et d'une amende à 30 millions de francs CFA en cas de récidive, sans compter la confiscation des biens et recettes induites par cette activité. La HAC invite par conséquent les personnes qui s'adonnent à cet exercice hors du cadre légal à cesser immédiatement leurs activités qui non seulement portent atteinte à l'ordre public et préjudice à l'économie nationale, mais encore aux intérêts d'opérateurs économiques régulièrement installés. Selon ce communiqué donc de la HAC signé donc du président Télou. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Davier Tepo et à Davier dans le Zio, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée, prenez bien soin de vous.